Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui, c'est un événement avec François Asselineau. Vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Merci de vous être déplacé, monsieur Asselineau, puis merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, Yannick Curien. Vous êtes un ovni en politique, François Asselineau. Vous êtes un entrepreneur, finalement. Vous avez fondé l'Union Populaire Républicaine. On va vous présenter. Vous êtes énarque, vous avez fait une brillante carrière dans la haute administration. Et puis un jour, vous avez dit, plutôt que de rejoindre une grande formation politique, je vais créer la mienne, avec tous les risques, évidemment, que cela suppose, l'absence de notoriété, la difficulté d'accès dans les médias traditionnels, le dénigrement, enfin, voilà. Ça, c'est courageux. Oui, la présentation que vous faites, j'y souscris en partie, pas tout à fait, parce que vous avez on pourrait comprendre en vous écoutant que mon objectif était d'avoir les dents qui rayaient le parquet et que je voulais créer ma propre... Je ne sous-entendais pas cela. Que je voulais être calife à la place du calife. Je voulais simplement sous-entendre que les grandes formations ne répondent pas politiquement à ce que vous voulez défendre. Voilà. Ce que j'ai surtout découvert, parce que j'ai fait plusieurs années de cabinet ministériel. J'ai été notamment au cabinet de M. Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans le gouvernement Balladur, sous la cohabitation avec François Mitterrand entre 93 et 95. Et puis ensuite, j'ai été le directeur de cabinet de Madame de Panafieux, ministre du Tourisme, sous le gouvernement Juppé I, sous la présidence Chirac. Et ensuite, j'ai été au cabinet d'Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. Donc j'ai passé 4 années de ma vie dans les cabinets ministériels au cours des années 90, et en particulier à me frotter au plus haut niveau de l'État. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan pendant la cohabitation. Lorsqu'il s'agissait par exemple de vendre le TGV à la Corée du Sud, je préparais les dossiers en matière économique et commerciale du président de la République. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite. J'ai accompagné Jacques Chirac et Hervé de Charette un peu partout, au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Alors pourquoi j'ai fini par effectivement créer un parti politique? C'est à la suite d'une lente maturation. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait HEC, je n'envisageais pas du tout de faire de la politique. Après, j'ai préparé le concours de l'École nationale d'administration parce que j'ai vécu au Japon. Mon objectif était, j'aurais voulu entrer au Quai d'Orsay et être diplomate. Puis le hasard a voulu que je sorte enfin pas le hasard, c'est aussi le travail sans doute, a voulu que je sorte deuxième de l'ENA, que je prenne un grand corps de l'État qui est l'Inspection Générale des Finances, où je suis d'ailleurs toujours, et à cette occasion, j'ai été amené à travailler à Bercy, puis à être aspiré dans les cabinets ministériels, comme je viens de le dire. Ce que j'avais donc pas prévu de faire de la politique. C'était pas quelque chose du tout. Je suis pas d'ailleurs d'une famille ni de politique ni de hauts fonctionnaires dans ma famille. Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai mesuré que la France était dans une situation très grave, et je l'ai bien mesuré dès les années 90, c'est-à-dire que la France fonçait dans le mur, avec une classe politique complètement déconnectée de la réalité, complètement déconnectée de ce que veulent les Français, et qui en fait joue un petit peu dans l'international des cours, comme Louis XV, si vous voulez, après la bataille de Fontenoy, qui fricote avec Frédéric de Prusse. Il y a la Pompadour qui trouve très chic et au lieu que la France défende ses intérêts après cette victoire française de la bataille de Fontenoy, Louis XV dira je fais la guerre en roi et non pas en marchand. Il laisse tomber les intérêts de la France et il sert les intérêts de la Prusse. Ça sera le début de la constitution du royaume de Prusse qu'on paiera très 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 cher en 1870, en 1914, en 1940. Voilà, donc moi ce que j'ai découvert dans les allées du pouvoir, c'est que nous sommes dirigés par, je mets la droite et la gauche ensemble, c'est exactement la même chose, par des gens qui ont abdiqué l'idée même que la France puisse se diriger elle-même comme puissance souveraine et indépendante. Ce sont des gens qui ont admis, une fois pour toutes, semble-t-il, que la France était une puissance désormais sous tutelle, sous la tutelle de 3 grandes institutions qui sont la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles mais qui est dirigé depuis Washington. Voilà.
Alors ça, je vais quand même vous demander, dans cette démarche d'avoir créé l'UPR, vous avez fait ce constat, vous vous êtes dit aucun parti ne répond à cette volonté que j'ai de rendre la France autonome, indépendante, forte. Il aurait pu y avoir une autre stratégie, celle dite de l'entrisme, par exemple. Je ne vais pas suspecter, on va pas accuser, par exemple, Jacques Miard d'être dans l'entrisme, mais lui, il préfère être dans une grande formation et défendre des idées cousines de celles que vous avez. Oui, ça fonctionne pas. Mais non, je veux pas être méchant. Je connais Jacques Miard, c'est quelqu'un que je connais. Mais bon, ne soyons pas méchants. Voilà, les gens qui sont... on ne peut pas faire deux choses contradictoires en même temps. Soit on est dans une grande structure politique qui laisse effectivement comme ça quelques électrons libres se manifester pour montrer qu'ils sont démocrates. Mais en fait, Jacques Miard, je le connais depuis maintenant 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement assuré son poste de député, point barre. Mais pour le reste... De fait, il soutient un gouvernement et un mouvement. Oui, il parle. C'est important aussi. Non, parce que finalement, ça ne mène à rien. Moi, si j'ai créé l'UPR, c'est parce que je voulais... Vous savez, moi, je m'inscris dans une grande tradition française. Les Français, en fait, ils aiment la clarté. Voilà. Nicolas Boileau, l'art poétique, disait, sous Louis XIV, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et les mots pour le dire arrivent aisément. Moi, si j'ai créé l'UPR, c'est que j'en ai eu assez de tous ces mouvements souverainistes de pacotille qui critiquent constamment l'Europe et qui ne proposent jamais la solution qui s'impose, c'est-à-dire on en sort. Voilà. Moi, ce que j'ai découvert dans les années 90, parce que je n'ai pas conclu tout à l'heure, c'est que en fait, la construction européenne, finalement, c'est une idée politique comme une autre. Bon. Or, dans une démocratie, toute idée politique doit pouvoir être combattue. Or, j'ai découvert, finalement, je me suis de plus en plus intéressé à ce sujet, qu'en France, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, si j'ose dire, tout le monde, y compris le Front National, y compris M. Dupont-Aignan, y compris M. Jacques Millard, y compris M. Mélenchon, y compris M. Chevènement, tout le monde approuve le principe de la construction européenne, et tout le monde désapprouve la façon dont ça se passe. C'est quand même incroyable. C'est une espèce de schizophrénie, ils sont tous pour mais contre. Voilà. Tout le monde approuve le principe de la construction européenne, mais tout le monde désapprouve l'euro, dans les gens que vous avez cités. Les gens font une distinction. Voilà. Mais non, ils désapprouvent, ils trouvent, oui, ils s'en tirent tous. L'Europe c'est bien, mais l'euro ça ne marche pas. Mais pas seulement l'euro. Ils en tirent tous par une même pirouette en disant c'est pas cette Europe-là que nous voulons, nous en voulons une autre, et ci et ça. En fait, ils agissent... Moins technocratique, moins dirigiste. Plus proche des peuples, etc. Bon, moi j'ai regardé ça d'un petit peu plus près, parce qu'en fait, ils proposent tous une autre Europe. Regardez le programme de Madame Le Pen, elle ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne, contrairement à ce que beaucoup de journalistes disent. Elle propose de renégocier les traités, c'est ce que propose M. Dupont-Aignan, c'est ce que propose M. Alors moi j'ai regardé ça d'un petit peu près. Les gens qui me disent, moi je suis pour une autre Europe, très bien. Moi la première question que je leur pose c'est, mais pourquoi l'Europe elle est comme elle est ? Parce que ça ils ne l'expliquent jamais. On a l'impression que c'est comme si vous sortez de chez vous et puis d'un seul coup vous apercevez que vous avez laissé de la lumière dans le living et puis vous dites tiens mince j'ai oublié d'éteindre, je vais remonter pour éteindre la lumière. C'est pas par inadvertance que l'Europe elle est comme elle est. Si l'Europe elle est comme elle est, si l'Union européenne est comme elle est, c'est parce qu'elle est le fruit, excusez-moi de le rappeler, depuis le traité de Rome, ça fait 59 ans, le 25 mars 1957, le traité de Rome crée le marché commun. Nous sommes maintenant en décembre 2016, ça va bientôt faire 60 ans qu'on a le traité de Rome qui a lancé le marché commun. Depuis 60 ans, on n'entend parler que de marathon bruxellois, sommet de la dernière chance à Édimbourg, nouveau paroxysme de crise à Berlin, psychodrame à Strasbourg, etc. C'est-à-dire que depuis 60 ans, on a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27 et maintenant 28 États aux intérêts nationaux divergents. Et c'est normal qu'ils soient divergents parce que nous n'avons pas les mêmes peuples, pas les mêmes langues, pas les mêmes histoires, pas la même géographie, pas les mêmes voisins. Pas les mêmes réflexes. Pas les mêmes tissus économiques. C'est pour ça que ça marche pas. Voilà. On a des intérêts économiques, et on a des intérêts dans tous les domaines qui sont des intérêts divergents. Et par le dogme de la construction européenne, on est censé avancer quand même. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que tous les États sont obligés depuis 60 ans
de laisser tomber par moments, dans des sommets de la dernière chance, dans des nuits blanches, au dernier moment, il y a un ministre qui lâche, il dit puis après tout, tant pis, voilà, il faut avancer, il faut faire l'Europe, donc tant pis. Et c'est pour ça qu'il y a eu, tout au long de ces années, vous avez eu des ministres, dans tous les pays, mais en particulier en France, qui ont dû se dire un jour, tant pis, il faut lâcher ça, et puis il faut bien, et puis voilà, et puis les agriculteurs ils se débrouilleront, puis les pêcheurs après tout ils font, puis les Français sont toujours râleurs, puis n'entrons pas dans le détail. Et puis comme ça, année après année, c'est sédimenté des traités, se sont sédimentés des traités qui sont maintenant dans une situation d'autoblocage complet, puisque l'Union européenne mécontente tout le monde, c'est normal, puisque on a forcé 28 pays qui sont d'accord sur rien à se mettre d'accord sur tout. Donc tout le monde est évidemment extrêmement mécontent, et donc nous nous trouvons dans une situation de blocage complet. Alors, les gens qui disent qu'ils veulent une autre Europe, moi j'ai regardé ça d'un petit peu près. Madame Le Pen, elle veut une Europe des patries, ou Monsieur Dupont-Aignan, une Europe des nations, à moins que ça soit l'inverse. Vous avez Monsieur Sarkozy qui faisait sa campagne en disant qu'il voulait une Europe qui marche. Vous avez les écolos qui veulent une Europe écolo. Oui. Vous avez les socialistes qui veulent une Europe sociale. Et puis vous avez l'extrême gauche qui veut une Europe des travailleurs. Ils ne sont même pas capables... Chacun veut sa propre Europe, oui. Ils ne sont même pas capables de se mettre d'accord entre eux sur l'Europe que voudraient les Français. Donc déjà, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Il n'y a même pas une vision commune des Français sur l'Europe qu'ils voudraient. Mais, à supposer qu'un jour ils tombent d'accord, que tout le monde, entre Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Bayrou, etc., tombe d'accord sur une autre Europe, vos auditeurs comprennent que c'est pas de mal à veille, mais à supposer qu'ils tombent d'accord, il faudrait ensuite convaincre les 27 autres États d'adopter la vision que nous avons. Parce que il y a dans les traités un article, qui est l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui pose le principe que les traités se modifient à l'unanimité. Ça veut dire qu'une Europe à la française, par exemple, une Europe, par exemple, qui lutterait contre les délocalisations, ça veut dire une Europe donc qui abolirait l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Mais supposons qu'on veuille cette Europe-là, vous aurez aussitôt le Luxembourg, par exemple, Malte, Chypre, qui font une partie importante de leur PIB avec justement les mouvements de capitaux qui immédiatement lèveront le carton rouge. Vous aurez des pays qui bénéficient des délocalisations, comme par exemple la Slovaquie, la Pologne, la Bulgarie, qui lèveront le carton rouge. Donc il suffit d'un État pour bloquer le truc. Alors si vous en avez 7, 8 ou 10, c'est terminé. Donc on n'en parle même plus. Voilà. Donc on ne pourra pas modifier l'article 63. Donc on est condamné à avoir des délocalisations. Et c'est la même chose pour cet exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Si vous prenez cet exemple auprès de millions de Français, des millions de Français sont formatés, ils ignorent sans doute peut-être aussi un mot, c'est les traités bilatéraux. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont se dire, François Asselineau, si jamais sa politique était mise en place, on pourrait plus partir en week-end librement en Espagne ou en Italie. Déjà, les gens ont le sentiment que c'est soit l'Europe, soit c'est la guerre, parce qu'on a mis cela sur la balance, comme c'est soit l'Europe, soit la guerre. Voilà ce qu'on nous explique depuis des années. Et après, il y a aussi, même pour ceux qui n'iraient pas jusque-là, dire les frontières seraient fermées, alors que là c'est fantastique, on peut partir en week-end à Barcelone. Alors, j'imagine que vous n'allez pas interdire aux Français de partir en week-end à Barcelone, ni même aux Espagnols de venir faire un week-end de shopping à Paris. Alors, écoutez, je vais vous dire, malheureusement, tout ce que vous venez de dire est malheureusement très très juste. Voilà. C'est-à-dire que nous baignons dans un univers de propagande inouïe, et il n'est interdit d'apporter la contradiction et de montrer à quel point cette propagande est burlesque. Bon. Vous savez, quand parfois je fais des réunions publiques ou des conférences en Savoie ou dans l'Ain, etc., ou dans le Doubs, les gens ne réagissent pas comme ça parce qu'eux, ils ont un exemple qui est à quelques kilomètres, ça s'appelle la Suisse. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne, c'est un des pays les plus ouverts qui soient au monde, c'est le pays qui reçoit d'ailleurs le plus de conférences internationales au monde, avec notamment des agences de l'Organisation des Nations Unies. Les Suisses, excusez-moi de le dire, ils circulent dans le monde entier. Voilà. Et c'est pareil pour la Norvège ou pour l'Islande, qui sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. On a mis dans la tête, en effet, les Français, vous avez raison, que si on était contre l'Union européenne, c'est qu'on voulait transformer la France en Corée du Nord. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça se refermerait, qu'on n'aurait plus aucun lien. C'est délirant. C'est délirant. Je rappelle que les traités européens, il y a 2 traités, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est très compliqué, mais enfin, c'est comme ça maintenant depuis le traité de Lisbonne. Et je rappelle que la France, elle est liée au reste du monde
j'avais fait une fois le calcul, 6686 traités. Si la France sort dont de l'Union... certains sont signés depuis des siècles. Depuis des siècles. Si la France sort de l'Union européenne, elle aura des liens, elle restera membre de l'Organisation des Nations Unies, elle restera membre du Conseil de l'Europe, elle restera membre de toutes les instances des Nations Unies, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, le membre Fonds monétaire permanent du Conseil de sécurité. Membre on permanent. garde un de nos 5 sièges quand même. Bien, alors que si on reste dans l'Union européenne, un jour viendra rapidement, on va nous demander on va nous retirer devant notre un siège européen à la place du siège c'est-à-dire français. en fait un siège qui sera donné de facto aux États-Unis d'Amérique. Bon, ce siège vaut de l'or. Ce siège vaut de l'or, absolument. Et donc, même par exemple avec l'Allemagne, si nous sommes... Vous savez, je suis quelqu'un de sérieux. J'ai été aux affaires, j'ai passé 4 années. L'inverse, moi. Oui, donc si je vous dis que la France peut sortir et doit sortir de l'Union européenne, je ne dis pas que la France va se couper de l'Allemagne. On restera frontalier de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, etc. Avec l'Allemagne, nous avons, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais quelque chose comme 300 ou 350 traités bilatéraux. Des traités qui parfois ont plusieurs siècles, parfois en quelques décennies, où par exemple il y a un traité sur la fixation des frontières, il y a un traité sur la convention de non-double imposition. Oui, mais non, mais vous le savez, vous, il y a épicurien, mais beaucoup de gens n'y réfléchissent pas. Et donc, ils croient que notre seul rapport avec le monde extérieur passerait par l'Union européenne. C'est complètement inexact. Vous évoquez aussi l'idée que l'Europe, ce serait la paix. Moi aussi, vous savez, quand j'étais jeune, moi, je vais tout vous dire, en 1979, j'avais 20 ans, j'étais à HEC, je pouvais voter, et j'ai voté pour la liste de Madame Simone Veil, parce que j'étais plutôt centre-droit, et puis on m'avait seriné que être pour l'Europe, c'était être pour voyager, parce que je suis comme tout le monde, moi j'aime beaucoup voyager, j'ai d'ailleurs été dans 85 pays du monde, et puis on me disait que j'étais dans des familles en Allemagne pour apprendre l'allemand, en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et puis on me laissait entendre que si j'étais pas d'accord, c'est que j'étais un salaud. C'est que j'étais pour faire la guerre, et voilà, moi j'étais pas pour faire la guerre. Et puis après, quand on a mis en œuvre, quand les grands médias ont orchestré le Front National, à ce moment-là, on nous a fait croire que, si on était contre la construction européenne, c'est qu'on était forcément du Front National, et donc forcément un adorateur du Troisième Reich, grâce au dérapage de Monsieur Le Pen. Donc moi j'étais comme tout le monde, j'ai dit, oh là là, moi, je suis pas comme ça, donc j'étais pour l'Europe. Voilà. Sauf que j'ai découvert qu'en fait, c'était une arnaque. Sauf qu'en fait, j'ai découvert que ces traités européens que, en fait, extrêmement peu de Français ont lu attentivement. Et d'ailleurs, les ministres qui nous gouvernent et les députés qui sont au Parlement sont en général extrêmement mal informés eux-mêmes des traités européens. Les traités, ils comprennent toute une série de petites clauses. Vous savez, comme les clauses léonines, quand vous avez dans un contrat, que vous ne lisez pas parce que c'est écrit en petit caractère. Il faut une loupe. Voilà, il faut une loupe. Et bien moi, depuis 10 ans, je parcours la France en disant aux Français, voilà ce que l'on vous a fait signer dans votre dos. Et vous avez toute une série d'articles qui vident complètement de sens la démocratie et qui assujettissent la France, en réalité, non seulement à l'Union européenne, mais par l'Union européenne aux intérêts géostratégiques des États-Unis d'Amérique. Pour revenir sur cette nuance, François Asselineau, peut-être nos auditeurs vont encore mieux comprendre. Regardez les 2 destinations favorites des retraités français quand ils veulent s'expatrier à l'étranger. Toutes les études indiquent, c'est le Portugal et c'est le Maroc. Et pour ces retraités français, l'un est dans l'Union européenne, l'autre n'est pas dans l'Union européenne. Ils ont la même facilité d'installation et de retraite. L'un parce que c'est l'Union européenne et l'autre parce qu'il y a des conventions bilatérales. Exactement. C'est-à-dire, vous savez bien qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Nous, ce que nous disons, c'est qu'au 3e millénaire, on ne doit plus envisager le monde avec sous forme de ces grands blocs. Et qu'est-ce que c'est que la construction européenne? Si vous y réfléchissez bien, il y a quand je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, il y a des gens qui me disent « Comment ça? Vous êtes xénophobe ?» Je dis « Pas du tout, je suis pas du tout xénophobe. Au contraire, moi je veux que la France retrouve son rayonnement universel. Et moi j'ai des amis dans le monde arabe, au Maghreb, en Tunisie, en Algérie, où j'ai des amis en Chine, au Japon, où j'ai vécu, oui, vous le dites etc. souvent, vous voulez qu'on se retourne vers notre axe naturel, celui de la francophonie. La francophonie, mais aussi, moi j'ai des amis au Japon, en Chine, en Russie. Bon, la France, c'est un pays universel. Rappelez-vous la diplomatie que nous avait laissée Charles de Gaulle. La France était un pays avec des liens excellents avec le monde entier. Et donc, les rois. Voilà. Et oui, c'est le rôle de la France.
Sa vocation, c'est d'être un pays tourné vers, qui était une puissance mondiale, d'être universel. On nous a, si vous réfléchissez bien à ça, moi, c'est ce que je dis donc aux gens qui me disent que je vous serais xénophobe, je dis pas du tout. Et à ce moment-là, quand je dis ça, aussitôt, dans les minutes qui suivent, il y a les mêmes partisans de la construction européenne qui me traitaient de xénophobe. Au bout de 3 minutes, ils me disent « Mais vous vous rendez pas compte? Mais si on fait ça, si on est tout seul, on va se faire bouffer par les Arabes, par les Noirs, par les jaunes, par les ci, par les ça. » Et je dis « Mais alors attendez, c'est vous qui êtes raciste finalement. » C'est-à-dire que si vous y réfléchissez bien, la construction européenne, elle est fondée sur une vision anxieuse de l'univers, sur une vision de type apartheid planétaire. C'est comme s'il fallait partager. C'est comme s'il y avait les pays serviettes, si vous voulez, le monde blanc, ce que Samuel Huntington, le géopoliticien américain, dans son livre Le choc des civilisations, appelle le monde judéo-chrétien, qui serait voué par nature à s'opposer au monde arabo-musulman, au monde russe, au monde latino, etc. Eh bien, je dis que cette vision-là, c'est une vision anxieuse du monde, une vision dominée par le monde anglo-saxon, une vision qui finalement se contente de vouloir bâtir un apartheid planétaire. Eh bien, nous, ça n'est pas notre vision. Nous, on veut renouer avec la France dans ce qu'elle a de grand, la grandeur de la France, je n'hésite pas à le dire, celle du temps de Charles de Gaulle, celle qui tend la main et qui a des relations amicales, des relations économiques, commerciales avec tous les pays du monde, de l'Algérie à la Chine, des États-Unis au Japon, de la Russie au Brésil. C'est ça qu'on veut. Et de ce point de vue-là, nous devons sortir de l'Union européenne. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai créé ce mouvement politique, j'ai donc créé un mouvement politique, l'Union populaire républicaine, pour appeler les Français à se rassembler, qu'ils fussent de droite, du centre ou de gauche, pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Les premières années, honnêtement, ont été très 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 difficiles parce que dans 2007, 2008, 2009, dire qu'il fallait sortir de l'Union européenne, les gens, ou même dans mon entourage professionnel, les gens se disaient comment quelqu'un d'aussi brillant d'un seul coup a-t-il pu déchoir et dire des choses aussi ahurissantes, etc. Et j'ai commencé à parcourir la France. Oui, les gens le disent parce que c'est une obligation de le dire dans un dîner en ville. À l'époque, les gens me disaient, de toute façon, on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Les gens me disaient ça, je vous assure. Les 99% des Français me disaient, mais de toute façon, on ne peut pas sortir, que je vous raconte n'importe quoi. Et puis de toute façon, les gens me disaient, même si c'était possible, ce serait la catastrophe, ce serait une apocalypse. Alors là, il y a des événements qui sont en cours cette année, en 2016, qui sont extrêmement importants. Voilà, le Brexit. C'est qu'en 2016... les Britanniques ont voté pour le Brexit. J'avais personnellement toujours prévu que s'il y avait un référendum, c'est ce qu'ils feraient. J'ai d'ailleurs une belle-sœur britannique, je connais assez bien le Royaume-Uni. C'est ce qu'ils ont fait. Alors nous, on le voit sur le terrain, c'est que désormais, je fais des réunions publiques, d'ailleurs où il y a de plus en plus de monde. J'étais à Nantes il y a quelques jours, donc il y a eu 200 personnes. J'étais à Saint-Germain-en-Laye, il y avait 250 personnes. J'étais à Aix-en-Provence, il y avait 240 personnes. Alors même que je ne suis dans aucun des grands médias du pays, si on compare ma couverture médiatique à celle de M. Macron, qui lui a 0 électeur et 0 programme, on voit qui est soutenu par qui. Moi maintenant, les gens qui viennent me rencontrer, plus personne ne me dit qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, parce que maintenant tout le monde sait que les Britanniques vont le faire. Donc déjà, on a un immense obstacle sur notre route qui a été retiré, là, comme si, je sais pas, il y avait l'archange. Oui, mais les gens se disent que ça va être la catastrophe pour la Grande-Bretagne. Hein. Oui, alors ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est au Moyen-Âge. Le deuxième point, c'est que les gens nous ont dit, mais ça va être la catastrophe. Sauf que c'était par exemple Madame Lagarde, c'est la directrice générale du Fonds monétaire international, qui avait dit au mois d'avril, c'était je crois le 13 avril dernier, elle était même allée à Londres, elle avait dit si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, ça va être la catastrophe. Résultat des courses. Ça fait maintenant plus de 5 mois que les Britanniques ont voté pour le Brexit. Ils n'ont pas encore entamé la procédure de l'article 50, mais ça sera fait avant le mois de mars prochain. Madame Theresa May l'a annoncé. Mais depuis 5 mois, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe depuis 5 mois que tous les indicateurs économiques sont au vert au Royaume-Uni. Vous avez la livre sterling a baissé de 10%. Résultat, les importations ont coûté un peu plus cher, les exportations ont coûté moins cher. Ça a fait un boom des exportations, donc quand on développe les exportations et qu'on réduit les importations, on crée de l'emploi. Importer des marchandises, c'est importer du chômage. Donc, l'emploi a continué de dégringoler très vite. Le chômage, a continué à baisser très vite au Royaume-Uni. Je crois qu'ils sont tombés à un taux de l'ordre de 4,6%. Ça fait rêver. Deuxièmement,
La livre sterling ayant un peu baissé de 10%, les services ont coûté beaucoup moins cher. Résultat, il y a eu plus 10% de touristes au Royaume-Uni cet été. Troisièmement, des investisseurs internationaux se rendent compte que le Royaume-Uni n'est pas tombé dans l'apocalypse, que le coût de la vie est maintenant un petit peu moins cher. Ils investissent massivement. Vous avez Google qui a annoncé la création de 3000 emplois. Renault-Nissan qui a décidé de créer une filière de production de Qashqai. Ils vont créer 3000 emplois. Il y a Yahoo, il y a Lego. Enfin, toutes les semaines, on apprend que des grands investisseurs internationaux vont créer des milliers d'emplois au Royaume-Uni. Et je dis bien des investisseurs, parce que quand on n'investit pas pour 6 mois, on investit pour 10 ou 15 ou 20 ans minimum, notamment si c'est des chaînes de fabrication d'automobiles. Quand Google ouvre un centre de données avec des salles informatiques, c'est pas pour les délocaliser 6 mois plus tard. Et encore moins si c'est pour fabriquer des voitures, parce que là, c'est des investissements très lourds. Ça veut donc dire que les investisseurs ont intégré l'idée que dans 1 an ou 2, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, et ça ne les dissuade absolument pas. On a vu d'ailleurs également augmenter la consommation des ménages, et puis également, last but not least, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire la dernière chose et non la moindre, c'est que au dernier G8, Madame Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni, a appris à ses collègues que depuis le vote du Brexit, elle croule sous les demandes de traités bilatéraux d'échange, de libre-échange avec non seulement les pays du Commonwealth britannique comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Nigeria, mais aussi avec des grandes puissances économiques comme la Chine, la Corée, l'Inde, etc. Ça veut donc dire que Madame Theresa May, ce qui se passe au Royaume-Uni, est en train d'illustrer ce que je dis depuis 10 ans, c'est-à-dire que sortir de l'Union européenne, ça n'est absolument pas devenir la Corée du Nord, c'est au contraire se rouvrir au monde et puis surtout rendre la démocratie au peuple britannique en l'espèce, et moi je veux la rendre aux Français, c'est-à-dire que ce seront les Français qui décideront de leur avenir collectif. Sans compter, ajoutons également un élément qui a été très important au Royaume-Uni, qui sera très important en France, c'est que si on sort de l'Union européenne, il y a des quantités de réglementations européennes qui nous sont imposées, dont on pourra, qu'on pourra retirer ces contraintes, notamment aux artisans, aux petits commerçants, aux PME, en fait à toutes les entreprises qui n'exportent pas. Les entreprises qui exportent sur le marché européen, elles devront continuer effectivement à appliquer les règles européennes. Mais pour les artisans, les commerçants, les TPE, etc., il y a énormément de réglementations qui pourront être allégées justement parce qu'on n'aura plus ces contraintes européennes. Alors sur cette idée, on va terminer sur cette question de l'Europe. Je rappelle que je suis avec François Asselineau, le président et le fondateur de l'UPR, qui est l'Union Populaire Républicaine. Plus d'informations sur le programme, sur votre parti, François Asselineau, en allant sur votre site internet, UPR. Voilà, on tape Union Populaire Républicaine. UPR.fr, vous me permettez de faire un tout petit... préciser pour les auditeurs. UPR.fr, je ne sais pas s'ils le savent, je pense qu'ils ne le savent pas, puisque nous sommes absolument blacklistés dans tous les grands médias. C'est d'ailleurs peut-être un sujet qu'il faudra aborder. UPR.fr est désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Donc, les grands médias feraient bien de faire... C'est normal si vous êtes boycotté. Les gens veulent s'informer alors. Voilà. Les grands médias feraient bien de faire attention à ce qui est en train de se passer dans le monde. Dans le monde... Vous voulez dire qu'ils se trompent depuis 1 an, que ce soit le Brexit, Donald Trump, Juppé. Écoutez, ils se sont pris 4 ou 5 allers-retours récemment. Oui. Ils ont eu tout faux sur le Brexit. Ils ont eu tout faux quand ils ont annoncé l'apocalypse post-Brexit. Ils ont eu tout faux sur Donald Trump. Ils ont eu tout faux sur Fillon, qui finalement il était donné à 8%, c'est lui qui gagne. Et ils auront peut-être tout faux quand ils annoncent l'apocalypse post-Trump. Voilà. Et ils ont eu tout faux, absolument. Et ils ont eu tout faux aussi sur Hollande. Tous les grands médias disaient qu'Hollande allait se présenter. Ouais. Donc ils ont tout faux sur tout. Et il y a surtout quelque chose qu'ils n'ont pas compris, les grands médias, c'est que désormais, et c'est un phénomène mondial, c'est que désormais de plus en plus de gens basculent sur soit les télévisions, les radios de la bande FM, soit sur Internet. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes parce qu'on peut souvent écouter les radios ou les télés sur le web. Et il y a une statistique qui est très très importante qui est sortie il y a quelques semaines, c'est que désormais en France, les Français passent plus de temps, en moyenne, devant Internet que devant la télévision. Et les moins de 30 ans ne regardent plus la télévision. Ça veut donc dire qu'il y a un grand phénomène qui est en cours, et si
les auditeurs veulent savoir ce qui va se passer en 2017, il ferait bien de regarder les statistiques sur Internet. Nous, notre site upr.fr, nous sommes le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Sur la chaîne YouTube UPR, nous avons fait plus de 7 millions de vues, c'est-à-dire qu'on se rapproche maintenant du Front National. Nous sommes le parti politique le deuxième le plus regardé sur Internet. Vous vous rapprochez statistiquement. Hein. Statistiquement, bien entendu. Idéologiquement. Oui, bien sûr. Statistiquement, bien sûr, on n'a rien à voir avec le FN, pas plus qu'avec le Front de gauche. On est un mouvement de large rassemblement national. Non, mais j'ai vu votre programme. J'ai dit que vous étiez un ovni politique, mais pas tant que ça. Il y a quelque chose de très gaulliste dans votre programme. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui s'apparente au Conseil national de la résistance. Ah, on va en parler. Tiens, ce fameux Conseil national de la résistance. François Asselineau, quand vous parlez de l'Europe, c'est vrai aussi que les Français, quand même, beaucoup ont quand même bien compris qu'il y avait d'autres possibilités, des traités bilatéraux, etc. Mais il y a aussi cet inconscient dans notre esprit, c'est que les Anglais sont matures, on peut laisser un gouvernement seul gérer, alors que nos politiques français sont immatures. Et j'ai le sentiment que c'est dans l'inconscient de beaucoup de Français, donc vaut mieux laisser Bruxelles diriger. Bruxelles fera moins de conneries que si on laissait nos politiques français seuls. J'ai entendu... Oui, ça c'est un propos qu'on entend dans certains cercles économiques que je connais, dans certains cercles patronaux, où on dit en fait, voilà, il faut, comme si les Français étaient un peu des gamins qu'il fallait... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je vais dire à tous ces gens-là, vous savez, je connais bien le monde de l'entreprise. Quand j'étais en cabinet ministériel, j'ai vu beaucoup de grands patrons. Et moi, je suis tout à fait en faveur de la libre entreprise, c'est pas la question. Il y a quelque chose auquel devraient réfléchir tous les gens qui m'écoutent. On ne peut pas durablement diriger un pays contre la volonté profonde de son peuple. Voilà. Les Français ne sont pas des Américains, ne sont pas des Anglo-Saxons. En France, je l'explique dans mes conférences, en France, nous avons besoin d'un État central, puissant, qui assure l'égalité et la justice sociale entre les Français. Voilà. Que ceux qui ne le croient pas, que ceux qui vont rigoler, regardent l'histoire de France. Voilà. Quand je parle des services publics, moi, depuis plus de 9 ans que je parcours la France, je n'ai jamais vu de Français qui me disent « Je veux que l'on ferme la mairie, l'école de mon village, je veux que la Poste soit privatisée, je veux que EDF et GDF soient transférés à Goldman Sachs et à JP Morgan. » Ça n'existe pas. Ça, ce sont des directives venues de Bruxelles. D'ailleurs, quand les privatisent, on fera une autre émission, on va en parler demain, François Asselineau, puisqu'on va pour poursuivre cette rencontre. Je finis là-dessus. D'ailleurs, quand on regarde l'exemple des télécoms, de la poste, etc., plus on est allé vers la privatisation, même si c'est vrai la privatisation a permis de faire baisser les prix, en réalité la baisse de qualité, les lignes ne sont plus entretenues, les agences postales ferment, les agences de télécom ferment en raison de la concurrence. Maintenant, on apprend ici, par exemple, on avait une agence SFR, une agence Bouygues Télécom, une agence Orange. Bouygues Télécom a fermé, SFR a fermé en disant que vous allez tous par Internet, Orange est seul, et Orange, voilà, va peut-être fermer, tout le monde se regroupe dans des grandes villes et on va dire aux pauvres retraités, débrouillez-vous avec Internet. Il y a une baisse de qualité. Oui, parce qu'après, du service. Bien sûr, mais quand je reviens, là, vous avez dit un petit point où, pour une fois, je serais un petit peu en désaccord avec vous. On n'assiste pas du tout à une baisse des tarifs. On a assisté sur un marché très particulier qui est celui de la téléphonie, on a assisté à une baisse, mais qui aurait eu lieu de toute façon, puisque ça vient des évolutions technologiques. Mais regardez, par exemple, aussi. Regardez. On peut pas. Voilà. Est-ce que oui, c'est vrai que les évolutions technologiques permettent le tout compris parce qu'on a tout numérisé. Mais est-ce qu'un opérateur monopolistique se sent davantage plus confortable et ne baisse pas? Voilà. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que la France avait des très grands services publics, on est en train de les démolir. La France avait EDF qui était le premier électricien mondial. Grâce à EDF, on avait mis au point quasiment du temps de Marcel Boiteux, qui était un dirigeant, qui d'ailleurs est toujours en vie, qui est un dirigeant qui reste célèbre parce que c'est un des plus grands dirigeants d'entreprises françaises. On avait un modèle économique qui marchait extrêmement bien avec EDF. On est en train de détruire
détruire EDF, on est en train de détruire la SNCF, on est en train de détruire la Poste, on est en train de tout détruire. Et on est en train, par exemple, puisque vous parliez des tarifs, la privatisation de la gestion des autoroutes qui a été faite par Dominique de Villepin, eh bien, regardez, tous les tarifs des péages sont constamment à la hausse. Et maintenant, vous avez les entreprises comme Vinci qui a mis la main sur la gestion des autoroutes. Ils dégagent du cash de façon considérable, beaucoup plus sur les concessions de services publics que sur toutes leurs autres activités. En fait, ils font des marges de 39-40% sur les concessions de services publics, alors qu'ils en font de l'ordre de 4 à 5% sur leurs autres activités. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cet argent-là va à leurs actionnaires. En fait, la privatisation des services publics sert à financer les actionnaires. Et les actionnaires de Vinci, c'est quoi? Eh bien, ce sont des fonds d'investissement américains, par exemple. Ça paye des retraites des retraités de l'État de Californie. C'est aussi l'émir du Qatar qui doit avoir 4 ou 5% dans Vinci. En fait, ce sont des grands fonds d'investissement étrangers qui, en fait, considèrent que c'est la poule aux œufs d'or et qui, d'un seul coup, mettent la main sur nos services publics. Et qui, chaque fin d'année, en conseil d'administration, demandent plus 15% de plus ou plus 20% de plus l'année suivante. Oui, regardez l'évolution des tarifs sur les péages. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, ce que vous dites dans le programme, nous avons prévu la renationalisation. Ah ben on va en parler demain. Voilà, François Asselineau. Voilà. Merci François Asselineau. Rendez-vous, même adresse, même heure, sur cette même antenne. Demain, François Asselineau, vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le site upr.fr. C'est ça. Voilà. Merci François Asselineau.